des centaines d'entreprises dans plus de 70 pays, 70 000 employés. Il devait être berger en Syrie, il devient chef d'entreprise à Montpellier. Aujourd'hui, je reçois Moed Altrad qui a quitté à 17 ans sa tribu bédouine en Syrie pour rejoindre la France sans parler un mot de français et qui est désormais aujourd'hui la 20e fortune de France. Il dirige le groupe Altrad, valorisé à plus de 6 milliards d'euros et président du Montpellier Rugby. Un homme qui a bâti sa légende en prouvant qu'on peut naître sans rien et devenir un entrepreneur à succès. Ça a commencé très mal pour moi dès la naissance. Quand on n'a pas de chemin, on doit le créer soi-même. Pourquoi vous vous lancez dans un business que vous ne connaissez pas du tout? Je ne veux pas gagner d'argent, je veux gagner la réussite. Et s'il y a réussite, vous aurez de l'argent. Bonjour Moed. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir pour parler de votre parcours assez Plaisir incroyable. partagé. On a 1 heure, on va pouvoir parler de votre parcours, de toute la création de votre entreprise, comment vous avez transformé finalement 1 franc en 6 milliards d'euros. Et donc c'est un plaisir de discuter avec vous. Alors justement, comme je l'ai dit en introduction, vous êtes né en Syrie, dans une tribu bédouine. À l'époque, on vous avait interdit d'aller à l'école, vous avez appris à lire tout seul. Qu'est-ce qui vous a donné la force de briser ce destin qui semblait presque tracé? Vous savez, ça a commencé très mal pour moi dès la naissance avec une jeune femme, ou jeune fille plutôt, violée une première fois par le chef de la tribu. Sachant que la tribu se déplace, si vous voulez, tout le temps au gré de la pluie pour qu'il y ait des pâturages, pour que les animaux puissent se nourrir. Sinon, dans les périodes où il n'y a pas de pluie du tout, et ça arrive, vous avez la moitié, voire plus, des bétails qui disparaissent effectivement. Donc, ce viol par le chef de la tribu de cette petite jeune fille, 12-13 ans, on ne connaît pas son âge, comme on ne connaît pas mon âge d'ailleurs, parce que dans les tribus, il n'y a pas de... ça bouge tout le temps, il n'y a pas de lieu d'état civil, il n'y a pas d'endroit fixe, et puis les enfants dans les tribus, c'est pas vraiment considéré. Ils sont là, c'est très bien, et ils se débrouillent, quoi. En gros, il n'y a pas une éducation spécifique, outre que le cadre de la tribu qui est dicté par les déplacements, par la manière de se nourrir, c'est-à-dire on ne se nourrit pas comme on le souhaite. Vous mangez ce qu'il y a, et quand il n'y a pas, il n'y a pas, et c'est fini, quoi. C'est comme ça. Donc voilà comment ça a commencé. Cette femme, cette jeune fille plutôt, a eu un premier enfant avec le chef de la tribu qui, lui, était déjà marié avec des enfants, des garçons et des filles, quoi, et une femme. Ensuite, le chef de la tribu a recommencé une seconde fois pour que je vienne au monde. Vous voyez ? Il a décidé que le frère aîné, mon frère aîné, il le garde chez lui. Et moi, il a décidé de me repudier avec ma mère. Donc, il a repudié ma mère, il l'a envoyé selon le rite musulman. Il amène des témoins, il en amène 11, ou autant qu'il souhaite. Et il y a la femme qui est là, donc ma mère, et il lui jette une pierre, après une deuxième pierre. Et je crois qu'il fait ça 7 fois. Comme il y a des témoins, ça y est, le divorce est prononcé. Oui. Donc c'est des rites, si vous voulez, ancestrales, là, depuis toujours. Sachez que le premier, d'après moi, le premier bédouin de l'histoire, c'est Abraham. Donc, jusqu'à ce que j'arrive en France, dans le désert syrien, comme dans le désert de l'Arabie Saoudite, du Koweït, des Émirats Arabes Unis, Syrie, effectivement, Jordanie, Sinaï, eh bien, c'était ça, quoi. Les rites, ce sont ceux-là, quoi. Lorsque, donc, je me suis trouvé, finalement, après cette histoire de la disparition de frère aîné, de la répudiation de ma mère, chez ma grand-mère, avec ma mère, qui, elle, très vite, est tombée malade. Pourquoi elle est tombée malade? Mais on ne sait pas, en fait. On peut dire, parce qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien, quoi. Si vous êtes piqué par un serpent, normalement, c'est fini pour vous, quoi. Vous voyez, c'est ça ce qui se passe, c'est la réalité dure de désert.
Donc elle se trouvait malade, on ne sait pas, ça peut être de chagrin, ça peut être de maladie, mais elle a disparu très vite. Elle a disparu. Je me trouve seul avec la grand-mère dans une tente en marge de la tribu. Okay. Et elle me répétait tous les matins que je vais être berger, finalement. Alors, naturellement, lorsqu'on a 4, 5, 6 ans, vous voyez, on ne raisonne pas, quoi. En fait, on a des intuitions, on a des éléments pour raisonner, pour vivre, en fait, en quelque sorte. Mais intuitivement, je ne voulais pas de ça. Vous voyez, je ne voulais pas être berger, en gros. Mais à l'époque, encore une fois, je ne raisonnais pas comme ça et je n'arrive même pas à formuler ce que je veux ou je ne veux pas. Vous voyez, donc c'est comme ça. Donc, très vite, le frère aîné, mon frère aîné, que le père a choisi de garder chez lui. Vous voyez, ce n'est pas la même tante, mais c'est une autre tante dans la même tribu. Il a fini par par disparaître, par maltraitance par le père. Donc, c'est pour ça, ce que je vous disais, d'une certaine manière, c'est un début misérable. C'est un début misérable. Vous n'avez pas votre mère. Elle est morte dans des conditions que je viens d'expliquer. Vous n'avez pas votre frère, qu'il a été massacré d'une certaine manière, celle qu'on a évoquée. Et vous avez une grand-mère qui vous dit « tu vas être berger ». Et enfin, un père qui a tué votre frère. Donc, on ne peut pas rêver mieux, entre guillemets, comme situation désastreuse, quoi. Mais d'ailleurs, vous arrivez ensuite en France, du coup, en 1969, sans parler un mot de français. Oui. Quels souvenirs vous gardez de vos premiers pas en France ? De nouveau, des mauvais souvenirs, vous voyez. Donc, la malédiction suit, normalement. Voilà. Donc, j'ai jamais... on ne connaît pas la France en Syrie, et notamment les Bédouins, ils ne connaissent pas. Il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'électricité. Et donc... Mais globalement, c'est un pays qui a été toujours orienté vers l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie, parce que ça a explosé. Et d'ailleurs, jusqu'à récemment, toute la lignée Assad, vous savez, la famille qui a gouverné la Syrie pendant, je ne sais plus, 5 décennies, même plus, eh bien, était orientée vers l'Union soviétique. Et on apprend le russe, on parle un peu russe, etc., etc. Mais la France, c'est pas grand-chose. Jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale, où les Anglais et les Français se sont partagés le Moyen-Orient. Vous voyez, et notamment la France a pris la Syrie et le Liban en tant que protectorat, vous voyez, pour protéger le pays, pour l'aider à mettre en place un système administratif tel que, effectivement, au lieu d'état civil, des écoles, des choses comme ça. Et voilà c'est le contexte qui était là-bas de l'époque. Donc, mais pendant ce temps-là, j'ai lu 2 traductions. Une première traduction sur le général de Gaulle. Mais traduction en français, c'est un portrait du général de Gaulle, où... la lecture de ce texte m'a vraiment intéressé, m'a inspiré. Mais pareil, je vous parle aujourd'hui en tant que grand adulte, mais à l'époque, vous n'êtes pas enfant, mais adolescent, quoi. Vous voyez, style 13, 14 ans, des choses comme ça, vous lisez des choses. Et j'ai vu cette image de cet homme, donc le général de Gaulle, grand, imposant, mais grand aussi par le talent, par la vision. Et il est parti seul, contre toute attente, pour dire « moi, je vais vaincre les Allemands et libérer mon pays ». Oui. Donc, c'est la première grande idée. Mais encore une fois, je vous le dis, grande idée aujourd'hui. Oui. Mais à l'époque, j'ai dit « il est fou, il est incroyable, et il est des choses comme ça ». Mais c'est avéré. Le deuxième manuscrit, c'était des traductions d'un roman de Flaubert, où il est question de description de la nature ou des choses vraiment fantastiques. Par exemple, le brouillard.
Et il est décrit, les brouillards, c'est pas un truc qu'on a envie de voir, mais il vous fait aimer les brouillards. Et c'est pour ça, dans le roman, je pense qu'on va en parler après, dans le roman, on dit c'est quoi le roman? C'est que, donc c'est une fiction, première chose, mais il faudra que vous décriviez ce que vous imaginez, c'est-à-dire le brouillard, comme c'était plus réel que le réel pour que votre lecteur il puisse vous suivre. Vous comprenez? Et si là, vous captez votre lecteur, pourquoi il faut le capter? Sinon, il va fermer le roman à la 5e page et il dit « je vais acheter un autre ». Mais du coup, vous avez parlé des livres. Vous-même, vous avez écrit des livres qui mêlent fiction et autobiographie. Pourquoi autant d'attrait pour l'écriture, du coup? C'est un complexe. Vous parliez tout à l'heure des débuts français, quoi. Les débuts français étaient... Comme je ne savais rien de ce que... je me suis de la France, avant d'arriver, je me suis mis à imaginer des choses fantastiques. La France, c'est un grand pays. La France, c'est le paradis. Vous voyez, je vous en passe. Et l'imagination d'un adolescent, quoi, et qui vient avoir son bac, etc., enfin, à peine adulte. Et pour moi, la France, c'est un pays où il n'y a pas de pauvres. Il n'y a que justice. Il n'y a que des belles choses, des forêts, des palais, des choses comme ça. Mais à quoi réfléchit, à quoi fait référence un adolescent bédouin? À quoi? À son imagination qui est liée à son contexte. Vous voyez? Donc, dans le désert, on a la tradition arabe lorsqu'on décrit des grands palais, des grands fleurs, des belles femmes, des choses comme ça. Donc, ça vous happe, ça vous tire vers le haut, mais ça reste émotionnel. Il n'y a pas de traduction dans le réel. Donc pour moi, je dis ce que je lis, ou je lisais à l'époque, eh bien, ça existe en France, parce que dans le désert, il n'y est pas finalement. Et c'est comme ça en fait que les choses se sont passées. Je suis arrivé à l'époque, l'aéroport de Roissy n'existait pas, vous voyez. Et j'ai atterri au Bourget. D'ailleurs, c'est l'aéroport qui est devenu l'aéroport de vol privé, quoi, oui. On va y aller avec mes camarades. Et oui, j'ai oublié de vous dire que sans racisme aucune, hein, j'accepte toutes les religions, toutes les couleurs, toutes les races, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas pourquoi, j'ai imaginé qu'un Français ne peut pas être noir. Oui, c'est ridicule. Et j'arrive à l'aéroport, donc du Bourget, j'atterris. Et à l'époque, ils vous donnaient une carte et vous remplissez à la main pour les douaniers. Mais je ne sais pas remplir. C'est écrit en français et je ne sais pas remplir. Et puis, je vais voir je suis la foule pour passer les douanes. Et le douanier était noir. En plus, il n'était pas sympa. J'ai essayé par les gestes, de lui expliquer que je ne sais pas remplir. Et il prend mon truc et il me dit « allez-y là-bas ». Et il m'a renvoyé 2-3 fois. Et finalement, je fais court, j'ai réussi et il m'a laissé passer. Oui. Donc, première surprise, dans les premiers défauts de mon imagination que je viens d'évoquer, eh bien, oui, il y a des Français qui sont noirs, et c'est comme ça, et qu'ils ne sont pas plus mauvais que les autres, et peut-être pas meilleurs non plus, enfin, je ne sais pas, oui. Après, j'avais imaginé, comme ce que je vous disais, c'est le paradis, la France. On mange à sa faim, c'est beau, etc., etc. Je passe la partie douanier, et dans la salle, dans le hall, vous savez, où on sort de l'aéroport, à gauche, il y avait des clochards. Et ils étaient sous, avec des bouteilles de vin et avec de gros chiens. Et ils vous interpellent. Eh ben, ça fait peur, vous voyez. Donc, mon rêve
ou une partie de mon rêve s'est cassée un peu. Pourquoi l'écriture, concrètement, ça vous passionne? Ben, l'écriture, c'est un complexe parce que je j'ai jamais étudié le français, quoi. Et donc petit à petit, j'ai galéré, quoi. Donc, et finalement, j'ai fait cours. Petit à petit, j'ai appris. Mais c'était un parcours de combattant compliqué. Imaginez, vous arrivez à Montpellier, c'était au mois de novembre, vous êtes inscrit à la fac des sciences, on vous inscrit de Syrie avant que vous arriviez. Et ben vous avez un professeur qui vous raconte des choses que vous ne comprenez pas, en fait. Voilà. Donc ça a été compliqué pour moi. Ouais. Après, il y avait du racisme, il y avait de la xénophobie, il y avait beaucoup de choses mauvaises. Mais c'était lié au fait que la France a donné son indépendance à l'Algérie 10 ans après. Vous savez, 1960 et quelques, le général de Gaulle a donné sa liberté à l'Algérie. Et vous avez des millions de pieds noirs qui se déversaient à Nice, dans tout le sud de la France plus particulièrement, et ailleurs partout en France. Donc on me disait, il y avait une haine, ces millions de personnes, ils ont été dépouillés de tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, quoi, les maisons, les voitures, les biens, tout ça. Et ils en avaient contre les Algériens. Alors on me disait que j'étais algérien. Mais je leur ai dit, je ne suis pas algérien, si vous voulez, je suis arabe, mais syrien. Mais non, c'est pareil, c'est la même chose, vous voyez. Du coup, vous êtes venu en France grâce à une bourse. Vous êtes aujourd'hui l'un des plus gros entrepreneurs du pays. Une bourse de 200 francs 200 à l'époque. Donc, il n'y avait pas de quoi manger, ni s'habiller, etc. Oui. Mais finalement, vous êtes l'exemple parfait de la méritocratie. Oui, Est-ce oui. que vous pensez qu'elle existe encore en France? Je pense que oui, si vous voulez, mais elle n'est pas parfaite. Elle est loin d'être parfaite. Hein. Donc, il y a toujours des choses et des actes qui font que la méritocratie n'est pas complètement appliquée. Les connexions, les relations, le lobbying, etc., qui font que c'est difficile pour certains et plus facile pour d'autres. J'aimerais qu'on revienne sur un moment clé de votre vie. En 1985, donc vous êtes en vacances dans le village de vos beaux-parents. Un voisin vous propose de racheter Mefranc, donc une petite entreprise d'échafaudage endettée, au bord de la faillite. Vous connaissez... Elle était en faillite. Elle était en faillite. Vous connaissez ni le secteur, je crois que vous ne connaissez même pas le mot échafaudage en français. Non plus. Et vous la rachetez pour un franc symbolique. Oui. Pourquoi vous vous lancez dans un business que vous ne connaissez pas du tout? Vous avez raison, surtout la période précédente de cet événement, je l'appelle événement parce que c'est le jour de la création, ou le moment de la création de ce qu'on appelle aujourd'hui le groupe Altrad. J'avais un parcours d'informaticien, et donc de Montpellier, apprendre le français, faire 2 ans à la fac des sciences de Montpellier, venir à Paris, toujours à la fac des sciences à Paris, mais spécialisé dans l'informatique. On est dans les années 70. L'informatique, c'était révolutionnaire, c'était nouveau. Pour commencer, c'était pour remplacer la machine à écrire, vous voyez. Et après, c'est devenu ce que... Et j'étais, quand j'ai fini le premier cycle à Montpellier, donc deuxième cycle à la fac de sciences de Paris, eh ben, j'ai commencé à faire une thèse de doctorat sur la création d'ordinateurs portables. Et donc, je suis un de ceux, et il y en avait 6-7 qui ont commencé à créer des ordinateurs portables. Et cet ordinateur portable a existé. Et j'avais créé une société pour pouvoir vendre et recevoir de l'argent, trouver une structure légale à ceci. Donc, voilà. Donc, effectivement, j'ai vu que cet ordinateur portable était une réussite, mais il y a eu un développement très important des ventes. Et la première application que j'ai faite, parce qu'il faut programmer, c'était d'afficher les départs et les arrivées des avions en arabe dans les pays arabes.
Et là, ça a eu une réussite très importante. Aujourd'hui, c'est banal, quoi. Oui, c'est un enfant peut peut-être le faire. Donc, mais j'ai pas pu suivre le développement en termes matériels, c'est-à-dire financer le développement. Oui. Donc, je l'ai vendu. Et effectivement, je viens à votre question. Je me trouve dans le sud de la France, chez les beaux-parents. Et là, il y a un voisin qui m'invite à aller voir une boîte d'échafaudage qui était en faillite. Et c'est là, effectivement, comme vous le disiez, c'était la première fois où j'entends le mot échafaudage. Et en fait, je suis allé, vraiment par curiosité, il m'a expliqué ce que c'est l'échafaudage. Et je veux pas dire, j'étais fasciné par ce produit parce qu'on ne se fascine pas, on n'a pas d'hallucination lorsqu'on voit un échafaudage. Donc ça m'a intéressé. Eh bien, parce que c'est un produit très simple. On ne fabrique pas le tube, c'est essentiellement du tube. On achète le tube avec le bon diamètre, la bonne épaisseur. Et après, on coupe les tubes à la bonne longueur. Et après, on fait des opérations de soudure, de perçage, c'est-à-dire on fait des trous, de cintrage, etc. Et vous l'envoyez comme ça chez le client. Et c'est un produit universel. On ne peut rien construire sans échafaudage. Donc, vous avez un marché mondial avec un produit très simple, très facile à fabriquer et très facile et il est nécessaire. Donc c'est comme ça. Alors, l'entreprise était en faillite. Je n'ai pas acheté l'entreprise. Lorsque l'entreprise fait faillite, elle va au tribunal de commerce, dépose le bilan. Et après, vous avez un juge, un tribunal, et un juge commissaire et un administrateur judiciaire qui décide si vous faites affaire. Le tribunal va accepter plutôt votre plan. Et j'ai mis tous les sous que j'avais, donc fruits à la vente de la boîte d'ordinateur portable. Je devais avoir, je ne sais pas, quelques centaines de milliers de francs. Centaines de milliers de francs, parce que l'euro n'existait pas à l'époque. Et ce qui a rendu la chose facile, c'est qu'il n'y avait pas d'autres repreneurs. J'étais le seul. Parce que c'était une période de crise de la construction du bâtiment, etc. Mais malgré tout, il y avait des centaines de personnes qui travaillent dans la boîte. Donc, sachant que je ne peux pas payer l'entreprise, l'acheter, et rembourser les dettes. Donc, je crée une entreprise qui achetait uniquement l'outil de production. Voilà, et c'est comme ça. Mais à la fin de l'audience, vous allez voir, c'est très intéressant. Monsieur Altrad, présentez-vous. Et avant ça, j'avais un copain commissaire aux comptes d'origine bretonne. Et je dis, il faut que tu m'aides à faire un plan. Bon, on a bricolé un dossier, quoi. Mais venant de l'informatique, je n'avais pas de notion d'économie, ni de management, ni de finance, ni pas grand-chose. Et on est allé avec ça. Et à la fin, je voyais que le tribunal n'était pas convaincu, en fait. Et je leur ai dit, Monsieur Altrad, on vous a entendu, le tribunal va se retirer pour délibérer, mais restez par là, on vous donnera la décision assez rapidement. C'est là où j'ai eu l'idée de leur dire, écoutez, est-ce que vous m'accordez 2 minutes avant que vous vous retiriez? Et j'ai des choses à dire. J'ai le sentiment fort, comme quoi ça, je ne vous plais pas. Parce que voilà un arabe, voilà un émigré qui a fait de l'informatique, qui n'a pas d'argent et qui veut prendre les actifs d'une boîte d'échafaudage qui est en faillite. Et voilà mon compte bancaire, vous voyez. Et j'avais, je ne sais plus,
quelques sous là-dessus. Je fais un deal avec vous. Le deal, si vous décidez que c'est pas moi, je suis pas le repreneur dont vous rêvez, ben vous allez liquider la boîte et vous allez brader les actifs et vous allez licencier des centaines de familles, enfin de personnes qui font vivre des familles. Bon, voilà ce que vous allez faire. Mais si vous accordez mon truc, voilà, regardez, j'ai ça. Et j'ai de quoi payer les salaires des gens, des employés de la société pendant 2 mois. Comme vous pensez que j'allais me casser la figure, eh bien, vous aurez fait travailler les 200 personnes, nourrir 200 familles pendant 2 mois. Et je viendrai de poser le bilan, cette fois-ci moi-même. Et là, vous pouvez liquider les actifs, les vendre aux enchères. Mais donc, vous gagnez 2 mois. Et ça fait tilt, je crois. Voilà comment ça a commencé. Mais surtout qu'au bout d'un an, vous êtes déjà bénéficiaire, puis vous lancez très rapidement des filiales à l'étranger. Comment vous expliquez ce plan d'expansion aussi rapide? Il y avait également une intuition, vous savez, en France, on est sans critique aucune, hein, on est cartésien, hein, 1 + 1 = 2, et ça ne fait pas 3, en tout cas en termes de mathématiques. Donc, mais il y avait une intuition de dire, comme c'est un produit universel, finalement, comme c'est un besoin universel, eh bien, et c'est ça qui est bien. Et donc très vite, la boîte a été restructurée, tous les coûts superflus liquidés, etc., quoi. Donc ça atteint l'équilibre à la première année. De la deuxième année, ça fait de bénéfices. Mais c'est pas énorme, hein, c'était déjà pas mal. Et après, petit à petit, il y avait 2 démarches stratégiques. Mais je vous parle comme a posteriori. À l'époque, je ne pouvais pas vous parler comme ça. Si notre réunion-là est transportée quelques décennies en arrière. Donc, intuitivement, il fallait augmenter le portefeuille de produits. Vous vendez que l'échafaudage, mais vous pouvez vendre beaucoup d'autres choses. Vous voyez, vous allez sur un chantier, vous trouvez un échafaudage, une bétonnière, une brouette, je ne sais pas, un monte-matériaux, des choses comme ça. Donc, on est allé dans ce sens-là. Ah, oui. Et après, il y a une deuxième décision stratégique, c'est de dire, je vais étendre le périmètre géographique. Donc, on est allé en Espagne, en Italie, partout dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'on est dans 100 pays. Vous avez quelque chose comme plusieurs centaines de filiales dans le monde. Ok, oui, c'est ça, c'est que vous avez plusieurs centaines d'entreprises, plus de 70 000 employés. Comment on conserve aussi cette cohérence dans la culture d'entreprise quand il y a autant d'employés répartis dans le monde entier? Ça, c'est, je crois qu'on en a parlé en aparté. La culture est quelque chose d'extrêmement important, si vous voulez, dans l'entreprise. Mais c'est pas la culture, c'est pas la littérature, si vous voulez. La culture, votre culture, vous connaissez votre histoire, vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres, vous savez d'où vous venez, quoi. L'entreprise qui se crée, il faut qu'elle crée des racines. Et les racines, si vous voulez, il faudra les inventer ou planter quelque chose, semer pour qu'il pousse, pour que ça se tient, votre croissance, comme un arbre, pareil. Donc c'est ça la chose qu'il fallait créer. Mais il fallait aussi trouver ce point important. C'est quoi? Je pars de quoi? Je peux partir de l'entreprise. Mais l'entreprise, c'est quoi finalement? Qu'est-ce que vous avez dans une entreprise? Vous avez des hommes, des machines qui font des produits. Les hommes dirigent les hommes dans l'entreprise que eux, ils fabriquent et ils vendent. Oui. Mais qu'est-ce qui est important finalement dans cette construction qui s'appelle l'entreprise? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est l'outil de production? Est-ce que c'est le client? Ou est-ce que c'est les gens de l'entreprise? Eh bien,
moi, j'ai opté, mais encore une fois, intuitivement. À l'époque, je n'étais pas écrivain, j'étais rien, ni en économie, ni en littérature, ni en rien. Donc, c'est là où il fallait vraiment considérer que la réussite, c'est de fédérer les hommes. Pour fédérer les hommes, vous faites une déclaration solennelle. J'accepte tout le monde. Quelle que soit la race, quelle que soit l'origine, la conviction, la croyance, tout ce que les objectifs, etc. Et ça, cette déclaration est importante. Il faudra que vous la communiquiez à vos salariés et que vos salariés vous comprennent et ensuite vous comptez sur eux pour réellement l'appliquer. Alors ça s'appelle la valeur, les valeurs, si vous voulez, de l'entreprise. Voilà. Donc on a fait ça pratiquement dès le départ. Okay. Et là, si vous voulez, vous créez une famille qui s'appelle l'entreprise. Mais au départ, c'était vraiment pas compliqué parce qu'il y avait 200 personnes, je connaissais les hommes, les dates de naissance, des enfants, les anniversaires, etc. Oui, donc aujourd'hui, c'est impossible. Petit à petit, vous imaginez tout ça, mais ça existe. Mais il faut que vous continuez à faire quelque chose qui remplace ce que vous pouvez faire, que vous ne pouvez pas faire. C'est-à-dire se rappeler de la date de naissance de votre, je ne sais pas, d'un de vos collaborateurs. Oui. Donc il fallait créer autre chose. Cette autre chose, ce sont, encore une fois, c'est les valeurs. Alors, les valeurs, c'est important, il ne faut pas se tromper là. Il y a des gens qui vous disent le travail c'est une valeur. Moi je dis que ce n'est pas une valeur, ou en tout cas ce n'est pas une valeur complète, parce que sur Terre, jusqu'aujourd'hui, vous avez des aborigènes en Australie, au Canada, en Afrique, un peu partout. Okay. Mais eux, ils ne travaillent pas. Est-ce que ça veut dire que qu'ils ne travaillent pas et ils n'ont pas de valeur? Moi je peux vous dire, ils ont des valeurs. Et d'ailleurs, certains, on les fait travailler. On a une fondation qui les finance pour qu'ils continuent leur art, parce qu'ils font des dessins. Vous voyez, mais des dessins, il y a vraiment un style, des couleurs, des choses comme ça. D'ailleurs, c'est très gai, c'est très agréable à regarder. Donc, on a inventé 5 valeurs, mais pas vraiment inventées, mais au goût du jour. Ces valeurs-là, ça a été créé ou ça a été mis sur support par les premiers philosophes romains et grecs, Aristote et Socrate et tous les autres que vous connaissez peut-être mieux que moi. On en a choisi 5. La solidarité, la convivialité, le respect, l'humilité et le courage. L'intérêt de ces valeurs, vous voyez, j'ai écrit, ça c'est un des premiers livres que j'ai écrit, mais ce sont des notes, c'est un petit cahier qui explique ce que je suis en train de vous dire. Et là, on a fait des séminaires chez les gens Altrad de l'époque, et puis on leur explique. Et on leur dit qu'il faut appliquer. On s'assure que c'est appliqué. Ça ne s'applique pas du jour au lendemain. Il faut rebâcher la même chose, il faut créer le contexte. Par exemple, vous voyez, la solidarité, c'est que moi, je ne peux pas vivre sans vous, parce que j'ai besoin de vous. Si un jour je suis en danger, et vous, c'est la même chose. Je dis vous, nous deux, mais tous ici. Et quand on sort dans la rue, ça doit être la même chose, et au-delà. C'est ça, la solidarité. Vous avez parlé de solidarité, vous avez aussi créé Altrad Solidarity, qui est doté de plusieurs millions d'euros. C'est important aussi pour vous de redonner à la communauté et d'aider les gens? C'est très important, si vous voulez, d'abord de donner quelque chose à la France, parce que moi j'ai été fait ici, quoi, l'apprentissage de la langue, la création du groupe Altrad, qui est le premier groupe mondial dans son secteur. Il n'y a pas plus important, plus rentable, plus de ratio que voilà. Donc ça c'est important. Et il faut donner ce que
ce que vous avez reçu. Il faut donner une partie de ce que vous avez reçu, ce que vous avez reçu qui vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça. Donc on a un fonds de dotation, donc c'est une fondation si vous voulez, dans laquelle on verse des millions d'euros voilà, selon les besoins, parce qu'il faut identifier les belles causes et donner ce qu'il faut donner, etc. Et s'assurer que c'est bien utilisé. Donc on aide les femmes battues, on aide les enfants handicapés, on aide la Ligue contre le cancer, on aide les associations sportives qui sont habilitées à faire ça. Et on a une autre fondation dans le club de rugby de Montpellier qui s'appelle le Montpellier Hero Rugby, MHR. Et là aussi, on finance des gens handicapés, par exemple, qui viennent voir le match. Mais il faut s'en occuper, vous voyez, parce qu'un handicapé sur chaise roulante, c'est pas facile. Donc on a créé des facilités pour qu'ils puissent regarder le match tranquille et en sécurité. Justement, vous l'avez dit, vous êtes passionné de rugby, vous êtes propriétaire du MHR, du coup, depuis 2011. Vous sponsorisez aussi les équipes de France nationales et les All Blacks. Est-ce que là, c'est vraiment juste un plaisir de chef d'entreprise qui a les moyens de se les payer ? Au départ, ce n'était pas un plaisir, si vous voulez. Pourquoi Montpellier ? Parce que le club, on va parler de Montpellier, parce que j'habite à Montpellier. Et Montpellier m'intéresse. Le club était en situation de détresse totale et toutes les collectivités, que ce soit la mairie, le conseil général, le conseil régional et la métropole, à l'époque ça s'appelait l'Aglo à Montpellier, c'est devenu Montpellier Méditerranée Métropole, ils sont venus vers moi en disant « Monsieur Altrad, s'il vous plaît, aidez-nous, sinon le rugby disparaît. » C'est comme ça que je suis arrivé, j'ai repris le club, etc. Donc ça fait depuis 2011, vous voyez, ça va faire, ça déjà 15 ans que je suis dans ce club, je le possède, je le dirige. Et c'est là où j'ai appris le rugby, si vous voulez. J'ai jamais joué au rugby. J'ai regardé quelques matchs de l'équipe de France, et en plus pas en totalité. Après, mes enfants se sont passionnés, ma famille, mes amis, etc., etc. Et c'est comme ça l'idée d'utiliser le rugby en tant que support de communication pour le groupe Altrad. Le groupe Altrad, aujourd'hui, donc, il est connu mondialement de par ses activités, de par mon histoire que je suis en train de vous raconter. Et tous les écrits, si vous voulez, qui ont été faits sur le sujet, que ce soit moi-même ou le groupe Altrad. Voilà. Aujourd'hui, je sais pas, on envoie un message, vous avez 30 millions de personnes qui lisent votre message, quoi. Donc c'est important, quoi. Après, c'est des messages professionnels, si vous voulez. On véhicule des choses nobles. Justement, vous avez quand même plein de boîtes. Est-ce que vous avez quand même connu des échecs ? Et comment on garde le sourire malgré tout ? Honnêtement, et avec beaucoup de modestie. Vous savez, je suis un homme, mais vraiment très simple, très modeste. Voilà quoi. Un jour, peut-être, on se verra et je vous montre où j'habite et comment je vis, quoi. Des choses qui ressemblent à ce que fait la majorité des gens. Donc, rien de spécial. Donc, il n'y a pas eu d'échec. Encore une fois, avec beaucoup d'humilité et simplicité. Il y a eu ce qu'on appelle des faux pas, c'est-à-dire vous marchez droit dans la rue, tout d'un coup, vous sortez un peu. Et après, vous revenez, vous dites, je ne suis plus sur l'autoroute, je reviens. Par exemple, vous voyez, j'ai acheté une boîte de latex et ils fabriquent des préservatifs. Mais c'était quelques années après la reprise de la création de la première entreprise. Mais très vite, j'ai compris que c'est une bêtise, quoi. Mais ça m'a pas coûté grand-chose, je suis revenu. Mais justement, vous travaillez dans quel secteur ? Parce que beaucoup, du coup. Est-ce que vous pouvez citer quelques secteurs dans lesquels vous êtes ? Alors, il y en a beaucoup, mais... Mais vous avez raison d'évoquer ça, parce que le Altrad, dans l'imaginaire des Français, c'est l'échafaudage. Mais l'échafaudage, si vous voulez, oui, bien sûr, il y a toujours l'échafaudage. Le groupe, vous l'avez mentionné, il fait 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Mais vous aussi, vous parlez de la valorisation. Donc, vous avez raison, parce que la valorisation égale le chiffre d'affaires, eu égard à la performance du groupe. Aujourd'hui, l'échafaudage, c'est même pas 5% de chiffre d'affaires. Par contre, on a développé cette activité. Je parlais de bétonnière, etc. Mais aujourd'hui, il y a des coffrages, il y a des matériels très sophistiqués pour faire, par exemple, des tours de, je ne sais plus, les tours le plus haut au monde. On fournit des équipements qui permettent la construction. On a fait la mosquée Hassan II à Casablanca, mais il y a 25 ans, 30 ans, et c'était en partie nous. Et après, on fait des routes, des autoroutes, des barrages, etc. Ça, on sait faire. Mais on a ajouté, agrégé de nouvelles activités. Par exemple, on est très présent dans le nucléaire. En France, vous avez 48 réacteurs nucléaires. On est dans tous ces 48 réacteurs nucléaires. On a participé à la construction de dernier cri sous-marin nucléaire qui s'appelle le Suffren. On est dans tout ça. Et ça, on le fait dans les pays où il y a possibilité de faire l'énergie nucléaire, fabriquer une usine d'énergie nucléaire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'énergie éolienne également. Et ça, c'est un secteur qui représente à peu près le tiers de notre activité, c'est-à-dire 2 milliards. Après, vous avez un secteur qu'on appelle oil and gas, c'est-à-dire gaz pétrole et gaz. Et ça, c'est encore un tiers. Qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des plateformes, on fabrique des pipelines, on fabrique des mécanismes d'extraction du pétrole et de gaz dans des profondeurs très importantes. Après, le mettre dans des LNG, ça s'appelle LNG, c'est-à-dire les pipelines. Et ces pipelines, parfois, ça peut traverser trois pays. Par exemple, en Afrique, et ça traverse 3 pays. On est en train de nous intéresser à ce projet-là. On a fait le LNG, les pipelines au Canada, ou dans des conditions extrêmement modestes. Donc on est probablement parmi les 2 capables de faire des choses comme ça au monde. Donc il y a beaucoup de savoir-faire, si vous voulez, mais il y a aussi, pour faire ça, il faut que vous puissiez, selon les contraintes de votre client, ça peut être Total, ça peut être Shell, ça peut être Exxon ou BP, etc. Et mobiliser 500 personnes depuis lever, qualifiées. Mais il y a qu'Altrad qui peut le faire. Oui, mais ce n'est pas forcément d'un seul pays. Vous ne trouvez pas aujourd'hui, si vous voulez dire j'ai besoin de 500 ouvriers qualifiés, vous ne les trouvez pas. Donc on va chercher à gauche, à droite, dans les 100 pays, on les trouve. Et ils sont mobilisés. Et ils vont travailler au Canada. C'est ce qu'on a fait. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez une vie plutôt simple, mais vous êtes quand même milliardaire. Est-ce que vous avez des yachts, des jets ou des Ferrari? Rien de tout ça. Je prends des jets, mais je paye. C'est pas à moi, vous voyez. Ok. Mais je précise, c'est un outil de travail. Vous voyez, lorsque je sais pas, pour moi, 1 heure de temps, mais c'est vraiment beaucoup pour moi, parce qu'il faut que je gère mon groupe, je gagne de temps, et au lieu de rester en salle d'attente, quoi. Donc c'est important, le temps. Le temps est précieux pour des gens comme moi. Donc, est-ce que je vis comme un milliardaire? Non. J'ai des enfants, ils sont grands, ils sont partis. On était tous dans une maison grande. Mais là, vous savez comment ça marche ici, les gamins, au bout d'un certain âge, papa, maman, je veux partir. Et ils sont partis les uns après les autres. Et vous vous trouvez seul, une forme de solitude qui n'est pas agréable. Et c'est une découverte, d'ailleurs, dans sa vie d'homme, à un certain moment, de dire je suis entouré, là, je ne le suis pas. Voilà, je ne le suis pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a
un désintérêt des enfants et des parents, c'est pas ça. Mais il n'y a pas la présence, quoi. On ne peut pas dire j'aime quelqu'un qu'on voit jamais, vous voyez. Mais justement, vous avez une famille, vous avez 5 enfants, donc des centaines d'entreprises, 70 000 employés. Vous êtes président de Montpellier, du club de Montpellier. Ouais. C'est quoi votre journée type? Est-ce que vous La travaillez journée type, toute la journée elle est pleine. Il n'y a pas une journée et nuit. C'est journée 24 heures. Donc je me lève le matin tôt, 5h30, 6h. Je suis au travail après quelques tasses de café et peut-être un bout de pain et je ne sais pas quoi avec. Et je suis parti jusqu'à à peu près 20h, oui. Après, je m'intéresse au rugby, de m'occuper des affaires de rugby. Mais comme je suis romancier aussi, parce que j'ai écrit 4 romans. Le premier s'appelle Badawi, qui est une fiction autobiographique et qui a eu un succès mondial. Ça a été traduit dans plein de langues et a été recommandé, sélectionné par l'Éducation nationale pour être une lecture recommandée à tous les collégiens et lycéens de France. Voilà. Après, le dernier roman aussi, qui est sorti dernièrement, c'est sorti au mois de mai dernier. D'ailleurs, en 2005, vous avez été décoré de la Légion d'honneur, Oui. du premier officier en 2014. Oui. Est-ce que c'est la reconnaissance ultime pour votre parcours atypique? Ben, vous savez, j'ai beaucoup vécu de situations en France. Je vous ai dit au départ le rejet, toutes les qualificatifs que je vous ai mentionnés. J'avais cette obsession de dire, pour être vraiment français, et là je suis français, et je ne peux pas dire que je suis syrien parce que j'ai plus aucun contact avec la Syrie pour les événements que vous connaissez. Voilà, la dictature en Syrie de la période Assad, mais aussi l'histoire familiale, quoi. Voilà. Donc, je suis français. Et oui, c'est une reconnaissance, oui. Et cette obsession, il fallait que je fasse des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, dans la mesure du possible. Parce que j'ai commencé, je ne savais pas où j'allais, vous comprenez. Même aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être Altra de 70 000 personnes. Demain, il sera le double ou le triple, vous voyez. Donc, je suis animé par tout ça. Mais très souvent, le chef d'entreprise, c'est quoi? Et il fait l'entreprise pour gagner de l'argent. Moi, je dis que je ne veux pas gagner d'argent. Je veux gagner la réussite. Et s'il y a réussite, vous aurez de l'argent. Donc, il faut inverser la chose, oui. Donc je suis toujours dans cet état d'esprit et je suis passionné. Mais est-ce que c'est aussi une de ces raisons qui vous avait poussé en 2020 de vous présenter aux élections municipales de Montpellier, un nouveau challenge? Oui. Alors sans étiquette, vous preniez les meilleurs un peu de droite, un peu de la gauche. On voit Jean-Michel Aulas qui se présente aussi à Lyon. Est-ce qu'il y aura de plus en plus d'entrepreneurs qui ont cette soif de réussir en politique? Ben, jusqu'à présent, il n'y a pas grand monde du monde de l'entrepreneuriat, donc ça c'est capté par une certaine typologie de gens, si vous voulez, de profils de gens qui sont des politiques, justement. Donc moi, je le souhaite, si vous voulez. Je le souhaite ardemment, parce que surtout dans le contexte politique français aujourd'hui, où il n'y a pas d'équilibre, chacun il raisonne pour dans l'intérêt de son parti, quoi, et ainsi de suite. Et c'est là où si vous voulez, ce que j'écris toutes les semaines un petit message à mes salariés sur une application, et puis le dernier message, ça fait 4 paragraphes comme ça, sur l'intérêt. La notion d'intérêt. Vous avez l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Lorsque vous êtes homme politique, vous devez servir l'intérêt public avant votre intérêt. Mais ça ne veut pas dire que votre intérêt est sacrifié, vous comprenez. Donc, qu'est-ce qu'un homme politique? Un homme politique, c'est celui qui travaille pour le peuple.
Oui, voilà, c'est la définition du roman, c'est pas la mienne. Hein. Et est-ce que nos hommes politiques aujourd'hui, si vous voulez, certains en tout cas, est-ce que vraiment ils ont ça présent à l'esprit? Mais sachant que l'intérêt public peut rejaillir, il n'est pas contradictoire avec l'intérêt personnel. C'est pas l'opposé, quoi. Vous comprenez, c'est pas le contraire. Et est-ce que si ça existe, est-ce que ça c'est vraiment équilibré? Lorsque vous travaillez pour l'intérêt général, ça prend beaucoup de temps général. Et lorsque vous travaillez pour votre intérêt perso, c'est perso, quoi. C'est votre famille, proche, etc., ou les gens que vous aimez, etc. Et donc, c'est là où réside, d'après moi, une partie du problème. Aujourd'hui, vous regardez, si vous voulez, pour faire un gouvernement, le Premier ministre, derrière lui, le président Macron, ils ont dû beaucoup composer. Mais les prétentions de chaque parti politique, tous, ils poussent à la dépense. Oui, plus de dépenses. Je fais ça, il faut augmenter ça, mais je peux baisser ça, etc., etc. Donc vous faites toutes les dépenses souhaitées par toutes les parties. C'est impossible pour la France. Vous la mettez en faillite. Okay. Vous la mettez en... Donc, où elle est la raison? Il n'y a pas. Donc, c'est là la situation dans laquelle on est. Donc, moi, si un jour je joue un rôle politique, j'ai pas besoin, si vous voulez, de regarder mon intérêt personnel. Je l'ai vraiment jamais regardé seul. J'ai regardé à ce que j'ai un minimum de moyens pour payer la scolarité, les livres de mes enfants, les vêtements, etc. Mais pas plus que ça. Mais quand vous voyez aussi l'instabilité politique actuellement, ça vous inquiète quand même pour l'avenir de la France? Ça m'inquiète, on en sortira. Vous savez, l'ultime étape pour que si ça continue à se dégrader en termes de finances publiques, il y aura une révolution. Parce qu'aujourd'hui, ça va. Demain, c'est vraiment, on prend l'extrême, hein, on va piocher dans vos poches voilà. Et là, vous allez vous révolter. Et donc, je pense qu'on n'arrivera pas jusqu'à là. Donc, il y aura la raison qui va l'emporter à un moment donné. Mais je ne vois pas ça à court terme, vous comprenez, ni à moyen terme. Moyen terme, peut-être l'élection présidentielle 2027, peut-être il y aura une majorité. Et je pense qu'il y aura, parce qu'il y aura un président qui est élu à la majorité du peuple, et les gens vont lui donner une majorité au Parlement. Mais justement, si vous étiez maire de Montpellier, qu'est-ce que vous aimeriez changer, par exemple, à Montpellier? Aujourd'hui, les choses sont dogmatiques à Montpellier. Oui. Je fais ça, vous voyez, la gratuité de tram. Voilà. Je fais une ligne supplémentaire de tram. Et les gens peuvent voyager gratuitement. Mais c'est dogmatique. Est-ce que c'est ça qui va servir vraiment les Montpelliérains global? Mais il y a certains, si vous voulez, le tram par exemple, je prends un exemple. Le tram est pris par les gens qui travaillent. Mais il y a des chômeurs, ils ne bougent pas. Il y a des personnes âgées, ils ne prennent pas le tram parce qu'ils n'ont pas la force, parce qu'ils ne veulent pas marcher, parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Donc c'est ce côté dogmatique par opposition à pragmatique. Il faut regarder un taux de pauvreté, un taux d'insécurité, un taux de pollution lié à la circulation qui est très important. La plupart des chefs d'entreprise aujourd'hui travaillent à Paris, habitent à Paris. Pourquoi vous avez fait le choix de rester à Montpellier? Vous voulez dire le siège social, effectivement, tous les grands groupes, en fait, ils sont à la Défense, à Paris, etc., dans la région parisienne. Mais moi, par fidélité, si vous voulez, je voulais rester à Montpellier. C'est là où j'ai appris le français, c'est là où je suis arrivé, c'est là où j'ai fait une partie de mes études. Après, je suis parti à Paris, comme on en a parlé. Je suis revenu à Montpellier pour faire le groupe Altrad. Et je suis toujours, et ça restera toujours. C'est par fidélité, mais c'est aussi, ça rejaillit, si vous voulez, sur les finances de la ville, quoi. Donc Altrad, c'est le plus grand groupe de tout le sud de la France, de Nice à Bordeaux, je ne sais pas où. Ouais, donc oui, c'est par fidélité, par loyauté, mais c'est aussi, mes enfants sont nés ici.
D'ailleurs, quand vous voyez l'enfance qu'ont eu vos enfants Ouais. par rapport à la vôtre, ça n'a rien à voir, non? Ils s'en rendent compte? Il y a une grande distance, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ils sont conscients de cette histoire. Mais être conscient, c'est pas la même chose Mais que que de l'avoir vivre, vécu. de l'avoir vécu. C'est comme ça. Si demain, vous repartiez de zéro et que je vous donnais 10 000 euros, comment vous feriez pour rebâtir un empire? Eh ben, je ne sais pas, comme la première fois d'ailleurs, toute l'histoire, que je ne savais pas où j'allais. Moi, je pense que je ferais quelque chose, mais encore plus facilement que la première fois, parce que j'avais pas beaucoup d'atouts, rien. Rien que ma volonté, ma détermination. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. Je suis un homme beaucoup plus complet, sachant que j'ai aussi des défauts, parce que c'est la nature humaine, on a tous des défauts. Et si vous regardez la Bible, le Coran, Dieu nous a donné des défauts par définition, donc il faut qu'on lutte contre ça. Et je pense que je ferai quelque chose parce que je suis animé par cet état d'esprit, cette positivité qui est importante, cet espoir pour moi, pour les gens, pour les générations à venir. Et que je considère que c'est absolument important d'aller dans ce sens-là. Même si vous n'allez pas en profiter, quoi. Je parle pour moi, quoi, vous voyez. Donc, voilà, parce que vous avez tout, quoi. L'éducation est la meilleure arme pour changer son destin. Green flag? Et c'est mon cas personnel, finalement. Vous voyez, je vous ai dit, dès le départ, je pensais qu'il fallait aller à l'école. Et à l'époque, c'était l'école rudimentaire, quoi. Il faut taxer les riches. Et il faut taxer les riches, oui et non, si vous voulez. Moi, je suis prêt à ce qu'on taxe les riches. Si je peux le décider tout seul, c'est qui n'est pas le cas. Mais en tout cas, il faut les taxer, mais à condition que l'argent soit bien utilisé. Si, par exemple, vous les dépensez dans une discipline qui ne sert pas à l'intérêt général, c'est non. La réussite est suspecte en France. Oui, vous savez, je crois que ça vient de très loin, quoi, l'éducation judéo-chrétienne là, qui fonctionne là, dans ce cas-là. Aujourd'hui, on ne veut pas montrer. On ne veut pas montrer ce qu'on a comme argent. Moi, je le dis à toutes les occasions. Donc, c'est vrai que je suis riche sur le papier. Ça vaut 6 milliards d'euros, mais les 6 milliards d'euros sont dans l'entreprise pour que l'aider à progresser facilement, quoi, oui. Mais aussi pour avoir une forme d'indépendance en tant qu'entreprise. Si vous sortez tous les bénéfices, les 6 milliards ne sont plus dans l'entreprise, vous allez vous endetter pour faire marcher l'entreprise. Et là, si on peut se libérer de ça, ça serait une bonne chose. L'argent fait le bonheur. Je crois pas. Je crois pas. Ça rend un peu facile, si vous voulez. Et parfois, je pense que ça peut provoquer le contraire du bonheur, hein, le malheur. C'est-à-dire, on prend la grosse tête, comme on dit, et la grosse tête peut amener à la folie, à des choses déraisonnables, quoi. Et vous avez combien d'argent sur votre compte en banque, du coup? Eh bien, mais pas grand-chose. C'est même pas 1% des 6 milliards, oui. Mais franchement... c'est déjà pas mal, 1%. Oui, mais de ça, c'est pas dans ma poche. C'est pour avoir une maison, pour entretenir la maison, la rénover, etc., etc. Avoir une voiture. Écoutez, Moed, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Vous l'avez dit, merci 1 heure de votre temps quand on vaut 6 milliards d'euros, c'est que ça coûte extrêmement cher. Donc merci beaucoup d'être venu sur ce podcast. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode incroyable. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner car ça soutient la chaîne. On se retrouve pour le prochain épisode, mais avant, un dernier mot face caméra de Moed Altrad directement. Merci à vous, spectateurs, téléspectateurs, internautes. Mais le mot de la fin, j'en ai plein, mais je vais vous en citer quelques-uns. Je suis né sans rien, vous m'avez écouté, mais personne ne naît sans potentiel. Tous, vous avez un potentiel. Quand on n'a pas de chemin, on doit le créer soi-même. J'ai refusé de laisser mon origine décider de ma destination. J'aimerais que tous, vous me copiez, si je peux vous demander tout ça. On m'a interdit d'apprendre, alors j'ai fait de savoir une revanche. La France ne m'a pas seulement accueilli, elle m'a offert une chance. J'ai essayé d'en être digne. Merci à vous tous
et j'espère à une prochaine, comme on dit, épisode.